Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui avec notre deuxième séance de la série sur la santé périnatale. Donc, la première séance était avec Médecins du Monde. Donc, à la fin, je vais vous montrer, afficher les liens pour aller à notre chaîne YouTube, à notre site web. Donc, si vous voulez aller voir cette séance-là, cette séance d'aujourd'hui sera aussi enregistrée et gardée sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez l'accéder après. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est prise en charge des personnes enceintes sans vaincu. Et quelques éléments qu'on dit toujours, donc, ouvrez vos caméras, c'est toujours mieux comme si on parle de voir les gens qui sont là en face, donc si c'est possible, bien sûr. Vous pouvez le faire. Si vous mangez, bon appétit, vous pouvez manger avec nous, il n'y a pas de problème, on sait que c'est midi. Merci d'être là à midi. Et affichez votre nom et le nom de votre organisme. Des fois, il y a personnes qui vont avoir des interventions intéressantes. Il y a quelques personnes qui vont dire, oh, je pourrais contacter ces personnes-là. Donc, si vous pouvez afficher votre nom et le nom de votre organisme, ça peut aider. Moi, quand même, je vais le faire. Je parle le nom de mon organisme. Donc, aujourd'hui, on veut aussi euh, on sait que les milieux communautaires, on a maintenant, on est en grève, il y a plusieurs personnes qui sont en grève aujourd'hui. Les réunions solidaires avec tout ce qui se passe avec les gouvernements. On sait qu'elle a fait beaucoup de coupures, donc on fait que les rééducations de ces mouvements-là sont très importantes pour les milieux communautaires, donc on est solidaire avec ça. Donc, on vous invite, si vous voulez, le Code QR vous invite à visiter les activités qu'il y a maintenant partout le Québec. Donc, si si vous voulez, vous pouvez scanner les codes QR et aller valider qu'est-ce qui se passe à côté de vous. Le rassemblement général, c'est le 2 avril à Québec. Donc, aujourd'hui, on a la participation de deux personnes. Donc, c'est Nadia Bala, elle est sage-femme de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Je vais sortir d'ici. Donc, Nadia, juste pour donner un peu plus d'informations, euh, je peux- pardon, donne-moi un instant, problème technique ici. Donc, Nadia, Nadia Bala est sage-femme diplômée de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2018. Elle a pratiqué en maison de naissance en Outaouais et dans les Laurentides. Elle a également travaillé plusieurs années au Nunavik auprès des communautés inuits. Elle exerce aujourd'hui à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles à Montréal, où elle se consacre notamment à améliorer l'accès aux soins périnataux pour les personnes enceintes sans assurance maladie. Et d'autre part, on a aussi Stéphanie Tremblay. Et Stéphanie a un baccalauréat en nutrition et une maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal complétée en 2011. Elle a travaillé comme nutritionniste dans des divers secteurs cliniques, communautaires et philanthropiques, mais surtout en santé publique, ça fait déjà pendant près de 15 ans. Et elle, aujourd'hui, est la directrice des programmes chez Alima. Et anciennement, c'était le dispensaire diététique de Montréal. Et ça fait déjà 4 ans qu'elle est là. Elle est intéressée par la périnatalité, la sécurité alimentaire et la réduction des inégalités de santé. Donc, je vais vous présenter les deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. On commence avec la présentation de Nadia et après, on aura la présentation de Stéphanie un peu après. Si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter sur le chat si c'est des questions d'éclaircissement. Si ce sont des questions plus spécifiques, à la fin de des deux présentations, on aura l'espace pour poser les questions, soit avec les micros ouverts ou soit sur le chat. OK? Donc, avec ça, je donne la parole à Nadia. Bonjour, merci Mauricio. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je pense que tout le monde voit mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, c'est super. Ben, bonjour. Donc aujourd'hui, comme disait Mauricio, donc je vais vous parler de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et des services sages-femmes. Puis de ce qu'on fait en particulier avec la clientèle enceinte sans RAMQ. Mais bon, avant de pouvoir vous parler de la clientèle SRAMQ, il faut absolument que je vous parle de la clinique, de l'histoire un petit peu, pour ensuite arriver vers ce qu'on fait, puis vers les défis qu'on a relevés. Mais comme le temps est assez restreint, je vais essayer d'aller assez rapidement
sur le début pour pouvoir avoir plus de temps pour la fin. Donc, euh, donc là, l'objectif, donc, comme je disais, donc, on va vous parler de la clinique. Attendez, je déplace juste les, les photos. C'est ça. Donc là, je vous parlerai donc et aussi du financement. Donc là, je vous ai ici mis les coordonnées de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Donc pour ceux et celles qui voudront peut-être avoir à nous contacter plus tard. Donc on est donc situé donc sur la rue Centre dans le quartier de Pointe-Saint-Charles qui est dans le sud-ouest de Montréal. Alors, la clinique a une mission puis une vision qui est quand même très particulière, puis on aimerait être un exemple d'inspiration pour d'autres endroits au Québec et dans le monde d'ailleurs. Donc, en fait, on est un organisme communautaire privé conventionné et on a un mandat de CLSC. Donc, c'est-à-dire que on offre les mêmes services qu'un CLSC, ben, plus que ça en fait. Mais on est un organisme communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie d'un CIS ou d'un SUS. Et en fait, ce sont les habitants de Pointe-Saint-Charles qui composent le conseil d'administration et donc qui gèrent la clinique et qui s'assurent qu'on réponde vraiment au mandat qu'on nous a confié. Là, j'ai un problème de... Si, attendez, il faut que je déplace. Donc, la mission de la clinique, je vais vous la lire, là, c'est promouvoir la pleine santé de la population de Pointe-Saint-Charles en offrant des services de santé et des services sociaux accessibles et de qualité, en misant sur la prévention et la défense des droits et en favorisant l'engagement citoyen et l'inclusion. Donc en fait, ce qu'on verra ici plus tard là, c'est qu'on on veut absolument répondre aux besoins de la population, pas seulement à la maladie, mais on remonte à la source des maladies. Donc en fait, tous les facteurs, tu sais, tous les déterminants psychosociaux, environnementaux ont une influence sur la santé des gens. Donc c'est pour ça on va s'intéresser donc à la pauvreté, au logement, à l'éducation, tous les facteurs en fait qui font en sorte que des fois on a des problèmes de santé. Donc en fait donc dans les valeurs de la clinique donc on respecte les personnes et leur singularité. On travaille en collaboration avec les divers acteurs et actrices de Pointe-Saint-Charles. Donc on est très impliqué dans les missions des organismes communautaires. Donc, on travaille de concert avec eux pour plusieurs projets. Ça peut être verdir un espace dans le quartier. Ça peut être de la lutte contre des gangs de rue, contre la toxicomanie, ça peut être de l'aide à avoir accès à des logements sociaux abordables. Donc, la clinique va s'impliquer dans tous ces facteurs-là qui feront en sorte que les gens vont être en meilleure santé. Donc, on met sur l'excellence en matière de pratique en santé communautaire. Donc, comme j'ai dit, donc on va lutter contre les droits et les droits en santé. Et donc, la clinique aussi se veut éco-responsable. Donc, il y a différentes approches de la clinique. Donc, c'est là que je vais passer aussi rapidement. Donc, la clinique adopte la définition de la santé qui est mise par l'OMS, qui est la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en absence de maladie. Donc, ça reflète un petit peu ce qu'on fait à la clinique. Donc, l'approche, elle est donc elle prend divers aspects. Donc, l'approche citoyenne. Donc, on implique vraiment les citoyens dans ce qu'on fait. Puis les études démontrent en fait que quand les citoyens sont impliqués dans la lutte contre la pauvreté, contre leurs conditions, ben en fait ils arrivent plus facilement à surmonter la détresse, l'anxiété, la dépression, puis ils sont en meilleure santé. Donc on invite les gens donc à s'impliquer. Il y a un travail de prévention donc qui est important et donc on agit sur tous les déterminants de la santé pour lutter contre la pauvreté. Voilà, donc, un petit peu d'histoire de la clinique. Moi, j'adore l'histoire de la clinique. C'est une des grandes raisons pour lesquelles je travaille ici, d'ailleurs. C'est qu'en 1968, donc, des étudiants anglophones en médecine, puis en soins infirmiers et en sociologie de l'Université McGill ont démarré ce projet-là à Pointe-Saint-Charles parce que c'est un quartier qui est comme un petit peu enclavé entre le canal de la Chine, la traque de chemin de fer. Donc, un quartier qui est quand même pauvre à Montréal. Bon, là, ça change avec la gentrification depuis les dernières années.
Donc c'est un quartier qui était très défavorisé, ouvrier, ou avec beaucoup de chômage, beaucoup de tabagisme. Les logements étaient très très défavorisés. Donc ces étudiants-là se sont inspirés en fait d'un modèle américain qui était instauré donc c'est dans les quartiers défavorisés aux États-Unis pour ouvrir cette clinique-là. Et donc en fait ils ont rapidement inclus donc les citoyens, les habitants du quartier pour pouvoir aider la population. Donc, en fait, ils exerçaient de la médecine familiale, mais pas que la médecine familiale. Donc, comme j'ai dit, donc dès le début, on a beaucoup inclus les habitants du quartier. Et c'est la première clinique communautaire au Québec. Avant, il n'existait pas ce genre de modèle-là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, donc le gouvernement du Québec donc s'est inspiré de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Entre autres, il y avait aussi la clinique Saint-Jacques et la clinique du peuple de Saint-Henri. Donc ils se sont dit, tiens, on va implanter ce genre de clinique-là partout au Québec. Donc ça a duré pendant quelques années mais la clinique a dit ben, c'est une très bonne idée, mais il faudrait garder la possibilité aux habitants des quartiers de pouvoir gérer la clinique. Donc il y a quand même une lutte assez longue pour ne pas se faire absorber. Finalement donc la clinique aujourd'hui est la grand-mère de tous les CLSC du Québec. Donc, les CLSC du Québec existent aujourd'hui grâce à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est ce modèle-là qu'on a voulu impliquer, mais la clinique n'a pas été absorbée par le ministère de la Santé, donc elle ne fait pas partie du CLSC. Donc si on regarde la hiérarchie du ministère de la Santé, donc le ministère de la Santé, les CIS et les CIUS, avec leur CLSC, CHSLD, toutes les institutions, et la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, elle est toute seule. Donc c'est à ce moment-là que donc, en 1974, la clinique est reconnue comme étant un organisme communautaire autonome, puis on leur donne des sous pour pouvoir exercer leur mandat de CLSC. Et donc, c'est une clinique qui est unique au Québec. Alors, comme la clinique veut absolument s'engage à répondre à des besoins et à aider la clientèle vulnérable, donc la clientèle SRAMQ faisant partie de cette clientèle-là, donc on n'a pas, donc on leur offre aussi des soins. Alors, de façon générale, donc sans parler de la clientèle nécessairement enceinte, donc la clientèle donc qui n'a pas de RAMQ sont la clientèle donc pour ceux qui ont suivi la conférence d'il y a quelques semaines avec Médecins du Monde, vous avez donc pu voir donc parler des différents statuts migratoires. On a des personnes donc qui détiennent le PFSI, donc les personnes qui sont en demande d'asile, euh, et des personnes qui ont des statuts précaires parce que ils sont étudiants, ils sont étudiants étrangers, ils sont travailleurs temporaires, etc. Donc ces gens-là n'ont pas de RAMQ, mais ils ont accès aux soins au service de la clinique. Donc, je vais citer les soins infirmiers, la vaccination, le dépistage des infections transmissibles sexuellement. Ils ont accès à des tests de grossesse, à de la contraception d'urgence, au dépistage des maladies à déclaration obligatoire. Ils ont aussi accès à l'accueil psychosocial, à un médecin, dépendamment de médecins. Ils ont aussi accès aux services sage-femme. Puis donc, le service sage-femme, je vais vous en parler tantôt, là, mais le service sage-femme aussi a été une volonté, en fait, de la population de Pointe-Saint-Charles d'avoir accès à des sages-femmes dans le quartier. Les enfants qui sont nés de parents à statut précaire, donc qui sont en attente de RAMQ, donc parce qu'ils sont citoyens canadiens, ils ont aussi accès aux services de la clinique. Donc ils ont accès aux services enfance-famille, etc. Mais bon, mais il faut faire partie du quartier de Pointe-Saint-Charles. Donc là, j'arrive au service sage-femme. Donc ça a été long, donc comme partout au Québec, ça a été long, ça a pris une décennie avant qu'on puisse avoir des services sage-femme. Donc, le collectif citoyen s'appelait Naître à la Pointe à ce moment-là. Et donc, on voulait avoir accès à des sages-femmes et à une maison de naissance. À date d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de maison de naissance, mais au moins, on a des sages-femmes. Donc, le service sage-femme a ouvert en 2019, donc en décembre 2019. Euh, et donc, ça s'inscrit dans la mission sociale et communautaire de la clinique. Donc, ça faisait partie donc des revendications donc de la population. Et, euh, et donc, parce que la clinique s'implique avec la clientèle vulnérable, donc au service sage-femme, on en prend aussi en charge.
Puis donc là, je vous ai mis la photo de notre premier bébé, donc qui est né avec Ashraf, qui est la sage-femme qui est là depuis toujours. Donc ça, c'est le premier bébé qui est né donc en décembre 2019. Donc Ashraf a bien voulu partager avec moi cette photo-là que je vous partage aujourd'hui. Alors, quel est le rôle des sages-femmes pour les gens qui ne connaissent peut-être pas beaucoup les sages-femmes au Québec? Les sages-femmes offrent une approche holistique de la santé qui considère la grossesse et l'accouchement et le postnatal comme des processus à la fois physiques, émotionnels, sociaux et culturels. Donc, en fait, on offre des suivis de grossesse pour des grossesses à bas risque, tout en ayant confiance dans le processus physiologique. Donc, c'est-à-dire qu'on suit des femmes qui ont la volonté généralement de se prendre en charge, d'avoir un accouchement naturel, de prendre leurs décisions elles-mêmes, parce qu'elles sont pas malades, elles sont enceintes, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc là, on offre donc un suivi prénatal. Donc on fait nous-mêmes les prélèvements qui sont nécessaires. Donc on n'a pas besoin d'avoir un médecin dans notre suivi, à moins qu'on sorte de ce cadre-là qui est physiologique à bas risque. On prescrit les médicaments dont on a besoin pendant la grossesse. On donne des requêtes d'échographie. Donc, on ne fait pas d'échographie nous-mêmes, mais on envoie les femmes donc faire leurs échographies dans différentes cliniques. On a un cadre légal donc qui nous donne une liste de pathologies pour lesquelles on va consulter ou bien transférer. Ok, donc, il va falloir se souvenir de ce point-là qui est assez important. Donc, en fait, on va devoir consulter, par exemple quoi? Par exemple, un diabète de grossesse. On va consulter pour qu'on puisse avoir justement accès à un nutritionniste, à une infirmière, un suivi plus serré, puis voir si on a besoin d'une induction plus tard, etc. Avoir des recommandations. Mais si le diabète devient insulinodépendant, à ce moment-là, ça va être un transfert. Donc, on ne va pas suivre notamment des grossesses gémellaires, donc des jumeaux, l'hypertension, de l'hyperthyroïdie, des problèmes de santé qui vont avoir une influence sur l'accouchement, euh, qui vont, euh, qui vont nécessiter d'avoir une surveillance plus serrée. Donc, à ce moment-là, on va pas les suivre. Donc, on assiste aussi les femmes dans leurs accouchements. Donc, tout à l'heure, donc, je vous disais qu'on n'avait pas finalement accès à la maison de naissance. En fait, les sages-femmes exercent dans 3 lieux de naissance. Donc, à la maison de naissance, essentiellement au Québec, beaucoup la maison de naissance, à domicile pour les femmes qui le souhaitent, et à l'hôpital. Donc, je vous en parlerai tantôt, mais on a des ententes. En fait, les hôpitaux avec lesquels on travaille sont l'hôpital La Salle et Sainte Mary's. Donc, c'est un mois à La Salle, puis un mois à Sainte Mary's, donc en alternance. Euh, donc on n'a plus accès à la maison de naissance. Donc là, plus d'accouchements donc ont lieu à domicile, Euh, mais euh, mais on a une plus grande partie forcément d'accouchements qui vont avoir lieu à l'hôpital. Donc on a une entente avec les hôpitaux pour emprunter leur lieu. Donc c'est ça. Donc on fait aussi également le suivi postnatal donc de la mère et du bébé jusqu'à 6 semaines de postnatal après la naissance. La clinique communautaire dessert le quartier de Pointe-Saint-Charles, mais le service sage-femme élargit son territoire pour pouvoir desservir une plus grande clientèle, avec ou sans RAMQ d'ailleurs. Mais je vous dirais, sans RAMQ, surtout pour les gens qui sont plus loin, parce que pour les femmes qui habitent d'autres quartiers de Montréal, elles vont souvent faire des demandes dans d'autres maisons de naissance. À moins qu'il n'y ait pas de place, ils vont nous demander à nous, mais sinon les gens vont aller plus proche de chez eux. Donc on va desservir Pointe-Saint-Charles, puis tout le Grand Montréal. On a beaucoup de clientèle aussi de Longueuil parce que c'est vraiment pas très loin, mais on en a eu aussi un petit peu sur la rive nord, Saint-Eustache, Laval. On a déjà eu de la clientèle de ce coin-là, mais c'est quand même plus loin. Voilà. Donc, depuis peu, on offre d'autres services autres que ce que je vous ai montré, donc, parce que maintenant, la législation nous donne le droit d'offrir plus de services. Donc, donc, que ce soit pour la clientèle avec ou sans RAMQ. Donc, on a des sages-femmes maintenant qui se sont consacrées pour l'accompagnement des saignements du premier trimestre. Elles offrent aussi des avortements avec des médicaments jusqu'à 10 semaines. On pose aussi des stérilets, des implants contraceptifs en période postnatale. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, pour le moment, c'est ce qui me vient en tête là. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à offrir plus de services et qui répondent en fait aux besoins de la population.
Dans la philosophie, ça, donc là, je vous parlais donc de notre vision par rapport à la philosophie, à la physiologie. Donc la philosophie sage-femme est très très importante et donc est à retenir. Donc en fait, on croit beaucoup dans la continuité. Donc pour nous, c'est important d'avoir de tisser un lien de confiance avec les femmes. Ça permet une meilleure satisfaction de leur suivi, de leur expérience de grossesse et d'accouchement. Donc une continuité dans le sens où on essaie de pas faire voir la femme par trop d'intervenants, par trop de sages-femmes. Donc, on va essayer de se limiter à deux sages-femmes, tu sais, qui sont de garde, qui se partagent la garde. Donc pendant toute la grossesse, généralement, il y a deux sages-femmes qui sont de garde. Mis à part quand il y a des vacances ou ou, tu sais, ou des accouchements où les sages-femmes sont pas disponibles, mais sinon, on essaie vraiment de garder la continuité. On bâtit donc ce lien de confiance donc avec les femmes, donc c'est donc il est réciproque. On croit beaucoup dans la physiologie. Donc, c'est sûr qu'on verra plus tard aussi c'est que il y a les femmes sœurs RAMQ, toutes n'auraient peut-être pas choisi d'avoir un accouchement naturel, évidemment, parce que ça ne répond peut-être pas nécessairement aux besoins de tout le monde. Mais ces femmes-là qui n'ont pas de RAMQ, si c'est un sachant qui va leur offrir le suivi, donc il va falloir qu'elles se fassent à l'idée qu'elles vont peut-être accoucher de façon naturelle. Dans la philosophie, on mise beaucoup notre suivi sur les choix éclairés. Donc, en fait, pour tout ce qu'on fait, on explique, on fait des choix éclairés, on donne la documentation, en fait, on fait un transfert de nos connaissances vers la clientèle pour leur permettre de décider pour elles-mêmes. Donc c'est pour qu'elles soient autonomes. Donc, et on respecte leur choix, peu importe quel qu'il soit. Et donc, on entretient donc cette relation égalitaire. Donc voilà, ça c'est notre équipe de sages-femmes. Notre équipe en fait donc on est donc il y a une chef de département qui est Emmanuelle Denis-Filion. On est 7 sages-femmes, 5 aides natales et une adjointe à la coordination qui s'appelle Mélodie. On est une équipe quand même qui est assez multiculturelle, puis je trouve que ça reflète assez bien notre clientèle. On parle plusieurs langues dans cette petite équipe-là. Donc, anglais, français, espagnol, arabe, perse. Donc, puis là, on essaie d'apprendre d'autres langues, mais c'est plus difficile. Donc voilà. Donc, ça nous permet de pouvoir parler d'autres langues avec des femmes qui ont plus de barrières de langue. Je vous ai ici mis un peu quelques statistiques qui reflètent assez bien en fait qui nous sommes et un petit peu les défis qu'on a. Donc là, je vous ai mis donc les inscriptions donc générales. Donc là, vous voyez entre 2021 et puis 2025. Là, j'ai pas tout à fait le chiffre, mais ça va toujours en montant pour les inscriptions. En fait, on a là l'année dernière, on a eu 344 inscriptions. Et vous regardez comme les inscriptions des clientèles sur RAMQ a énormément augmenté. On est passé de 26 inscriptions à 131 cette année. Parce que bon là, je pense que le bouche à oreille a fait son travail et puis que les gens veulent, tu sais, se sont parlé, donc les gens voudraient avoir un suivi avec une sage-femme. Mais malheureusement, comme vous pouvez voir, donc on en suit moins. Là, entre 2023, 2024 et 2024-2025, euh, on a doublé le nombre de femmes qu'on a suivies, mais l'année dernière, là, 2025-2026, on a divisé par deux. Parce que, en fait, comme on n'a plus accès, donc là, j'ai marqué un petit peu en bas, depuis juin 2025, on n'a plus accès à la maison de naissance. Donc, on avait accès à la maison, on avait une entente avec la maison de naissance de Lac-Saint-Louis, donc à Pointe-Claire, qui nous prêtaient leurs locaux jusque-là, mais notre entente étant terminée, donc là, on se retrouve avec deux lieux de naissance possibles, donc l'hôpital et le domicile. Euh, et donc, Et je peux les femmes me qui n'ont pas de permettre RAMQ de ont te aussi couper. peut-être des petits soucis de logement. Donc, tous les logements ne sont pas, s'ils vivent une situation précaire, les logements le sont aussi. Donc, puis c'est peut-être pas toujours dans la culture de certaines femmes. Donc, ils préfèrent accoucher à l'hôpital. Mais les hôpitaux sont réticents à recevoir, donc même si c'est nous qui prenons en charge, mais ils sont réticents à recevoir donc la clientèle sur Oui, RAMQ. parce que Rachel avait un Euh, suivi à faire pour une maman il y a, CIP il y qui a- s'appelle Liliane, mais qu'elle peut-être merci pour le micro. La, la clientèle, donc les hôpitaux veulent avoir moins de clientèle SRAMQ parce on se heurte après au problème de qui va payer quoi, etc. Donc, puis là, les transferts sont donc
plus on a d'accouchements, plus on a de transferts. On a à peu près 30% de taux de transfert, un peu moins peut-être, là, mais et puis beaucoup moins chez la clientèle sur AMQ, ils sont très endurants. Donc les transferts peuvent être pour des raisons aussi simples une demande d'épidurale ou des fois on a besoin d'une césarienne ou d'une surveillance plus serrée pendant l'accouchement. Donc voilà, donc malheureusement, donc là on peut suivre moins. Puis je vous ai même mis les pourcentages là. On a réussi à avoir 71% d'acceptation de notre clientèle entre 2023 et 2024. Mais là, puis là, cette année, là, on en a pris seulement 15 de toutes les personnes sur Ramsey qui nous ont demandé un suivi. Alors, donc là, je vous ai mis un petit peu quelques petites informations. Donc, 60% des accouchements se font à domicile. Donc, je vous ai parlé des hôpitaux de référence et nos partenaires qui nous réfèrent beaucoup de leur clientèle enceinte sont Alima et Médecins du Monde. Donc vous allez entendre Stéphanie de Alima qui va vous parler de l'organisme un peu plus tard, à la fin de ma présentation. Alors, donc là, je vais passer un petit peu plus de temps pour parler des défis. Ma foi, il y en a, puis je les ai pas tous mis. Je sais que Médecins du Monde vous en a parlé. On partage pas mal, beaucoup de défis. On a des défis au niveau, tu sais, qu'on partage. Comme par exemple la barrière linguistique, c'est sûr que c'est important. Donc c'est pour ça qu'on essaie on essaie de parler les langues que les gens parlent. Euh, mais c'est pas facile parce que la compréhension, donc il y a une barrière linguistique et une barrière culturelle. Les connaissances en matière de grossesse sont pas les mêmes. Les croyances de façon générale sont pas les mêmes. Il y a un problème au niveau du système de santé. C'est très difficile à comprendre pour notre clientèle, je trouve. Ben, c'est difficile à comprendre pour nous aussi, d'ailleurs, mais parce qu'il y a tellement de rigidité, de difficultés, donc c'est difficile à suivre des fois. Euh, donc ça fait partie des défis, mais le gros problème, il est financier. Il est financier. Donc, en fait, on parle de jeunes familles, on parle de femmes qui sont seules, on parle des gens qui ont des permis de travail temporaire, qui n'ont pas des gros salaires, donc pas de gros salaires, et ça veut dire pas beaucoup de... Et puis, ils viennent d'arriver, des fois, ils sont pas au courant de la contraception, ils sont enceintes, les grossesses, la plupart du temps, sont arrivées... comme je dis, les bébés se sont invités tout seuls. Donc, ça fait en sorte que donc ces gens-là se retrouvent très facilement dans une situation très précaire. Puis c'est difficile d'économiser 15, 20, 25 000 dollars entre le moment où on est enceinte et puis le moment où on accouche, hein. Donc, c'est ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup de sous. Puis des fois, nous, on offre donc, tout ce qu'on peut est gratuit, sauf pour le dépistage génétique et sauf pour les échographies. On essaie de trouver des cliniques qui sont moins chères que d'autres, là, pour faire des échographies, mais des fois, il faut les répéter. On dit, ah, un problème de croissance, on va répéter à nouveau. Donc, ça fait un autre 200-300 dollars de plus à investir. Et c'est pas accessible à tout le monde. Donc, puis il y a aussi la crainte comme je vous ai parlé tantôt, donc des consultations et transferts, là, il y a des femmes qui viennent me voir, puis le sujet qu'on aborde tout le temps, là, c'est vraiment qu'est-ce que je fais pour rester dans la limite de la normalité pour ma grossesse, parce que je n'ai pas d'argent pour aller consulter si j'avais un besoin. Consulter un médecin en clinique gare à l'hôpital, ça coûte plusieurs centaines de dollars parce qu'il faut payer le médecin. Puis le médecin, ben, il faut le payer dans le bureau. Puis on a déjà eu des médecins qui disent, ben, tu sais, les bras croisés, moi, tant que vous m'avez pas payé tout de suite 200 dollars en cash, je peux pas vous faire la consultation. Donc, non seulement il faut payer ça, mais aussi il faut payer aussi les frais d'hôpitaux pour aller avoir accès à la clinique gare. Parce que bon, ben, il y a tout un plateau technique qu'il faut rémunérer aussi, j'imagine, derrière tout ça. Donc, ça coûte à peu près 170 dollars, 167, quelque chose comme ça, en tout cas, dollars. Donc déjà juste en partant, ça coûte peut-être pas loin de 360, 400 dollars, des fois plus, pour aller consulter un médecin. Puis des fois, il faut reconsulter, il faut refaire une autre écho, etc. Donc ça coûte cher. Donc là, les gens craignent, puis des fois, eh bien, ils ont le droit de refuser. Puis nous, faut qu'on reste aussi dans la limite de notre champ de pratique. Donc c'est pas toujours évident. Puis donc là, c'est pour le prénatal, mais ensuite à l'accouchement, s'il faut transférer pendant l'accouchement, ben là, c'est encore un autre. Ça coûte, je vous dirais, au total, peut-être un 15 000 dollars, pas loin. Parce qu'il faut payer le gynécologue, l'anesthésiste. Souvent, on a besoin d'un anesthésiste aussi à l'accouchement. Et puis, qu'il faut payer aussi sur place.
cash. Puis, je veux dire, les gens ne se promènent pas généralement ça coûte, je vous dirais, peut-être 4500, plus ou moins, dollars pour les deux en même temps, là. Puis, ça dépend. Puis, chaque médecin va demander, chaque médecin a des tarifs différents. Donc, les gens peuvent négocier, mais c'est comme pas vraiment le moment de négocier des tarifs quand on est justement en situation de vulnérabilité. Il y a une femme qui est pliée en 15 parce qu'elle a besoin d'une épidurale, bébé est compromis. Oui, c'est une situation d'urgence, mais j'ai déjà vu des médecins qui disaient, ben, vous avez besoin d'une césarienne, mais je peux pas vous la faire tant que j'ai pas reçu mon argent. Donc voilà. Donc après ça, donc il y a les frais d'hôpitaux qui coûtent 4800 à peu près par 24 heures. Puis souvent les gens vont rester 2 jours. Donc je vous dirais, ça coûte à peu près pas loin de 15 000 dollars pour un accouchement. Plus ce que les gens ont payé avant pour des échographies. Peut-être qu'ils ont aussi consulté des médecins aussi avant d'avoir un suivi avec nous. Donc peut-être qu'ils ont déjà engagé des frais avant d'arriver à la clinique avec nous. Euh, Puis à travers tout ça, il y a du racisme systémique tout au long de leur parcours. Ça, c'est sûr puis moi, je suis témoin, on l'observe souvent. Les médecins sont réticents, même l'accueil des infirmières est pas toujours adéquat. Je le vois quand je transfère une femme qui a une RAMQ puis qui a les yeux bleus, c'est pas la même chose que si je transfère une femme qui a pas de RAMQ puis qui vient d'Afrique. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Puis à la fin de notre suivi, donc là, je pense on réussit parce on tisse des très beaux liens avec les femmes et avec les familles. On a ce lien de confiance. Ils sentent qu'ils ont une espèce de filet de sécurité. Moi, des fois, ils me contactent pour des choses qui n'ont pas rapport avec la grossesse, mais on essaie quand même de les aider parce que on a vu, c'est quand même très multifactoriel, c'est la vulnérabilité que ces gens-là vivent, mais donc on leur offre ce filet de sécurité un peu, puis cette douceur pendant tout le long de la grossesse, puis à la fin, ben, au bout de 6 semaines, ben, c'est notre dernier rendez-vous, puis là, les gens sont comme, ah oui, déjà, mais là, qu'est-ce que je vais faire toute seule? Ben, là, ils n'ont pas accès à un médecin, ni pour elles, ni pour leur bébé, ils savent pas comment le système de santé fonctionne, euh, parce qu'ils n'y ont jamais eu accès avant non plus, donc c'est pas toujours évident. Donc, ils ont un rendez-vous pour la vaccination, mais après ça, ben, il leur reste le 8 ans. Après, vous me direz que c'est pas mal le cas aussi pour les Québécois, mais on connaît peut-être un peu plus le système qu'eux autres. Alors, pour contrer un petit peu tous ces défis-là, pour essayer d'aider un peu, donc on a mené on a eu deux façons de financer un petit peu notre projet depuis l'année dernière. Donc là, on a fait une levée de fonds de 25 000 dollars parce qu'on s'est dit on a essayé de calculer combien de femmes sans RAMQ on pensait transférer dans l'année. Et puis, on s'est dit, bon, on va avoir besoin de 25 000 dollars. Ce 25 000 dollars, à quoi il va servir? Il nous sert encore aujourd'hui à payer les médecins qui ont besoin d'avoir leur paiement. Parce que bon, là, je suis pas ça, je vais peut-être vous rappeler, mais j'imagine que vous le savez, les médecins ne sont pas salariés de l'hôpital. Ils facturent leurs actes à la RAMQ. Donc, si les femmes n'ont pas de RAMQ, donc les médecins n'ont pas de rémunération. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent l'argent directement, directement au moment de donner leur service. Parce que sinon, ils auront pas de paiement. Donc, et chaque médecin demande le tarif qu'il veut, parce qu'ils sont travailleurs autonomes. Donc là, on s'est dit, on a signé une entente, nous, avec nos médecins de St. Mary's et de La Salle, puis on leur a dit, maintenant, quand on vous transfère de la clientèle SARAMQ, ben, jusqu'à temps qu'on ait plus d'argent, parce que là, on a eu cette levée de fonds-là, facturez-nous directement à la clinique et nous, on va vous payer. Ne demandez plus d'argent à la clientèle. Donc, ils ont accepté cette entente-là. Donc, à ce moment-là, donc, il y a un stress en moins pour nous aussi, parce que nous, on se dit, oh mon Dieu, je vais la transférer. Peut-être que je vais la transférer pour rien. Je peux peut-être attendre encore 1 heure ou deux. Tu sais, on essaie d'étirer l'élastique, mais faut qu'on reste sécuritaire quand même. Donc, donc là, on essaie donc maintenant, ça diminue le stress pour nous, pour les médecins aussi, pour l'accueil qu'on a, puis ça diminue aussi beaucoup le fardeau financier pour la famille. Cependant, ils vont quand même devoir payer les frais hospitaliers. Donc, la journée ou deux qu'ils vont rester à l'hôpital, donc ils vont devoir ils vont devoir le payer. À ce moment-là, ils prennent une entente en ce moment-là avec l'hôpital. Des fois, on leur demande de demander un congé précoce pour avoir seulement 24 heures de facturé, puis nous, on fait le suivi de toute façon très serré après à la maison. Donc, c'est pas grave s'ils quittent, s'ils sont capables sauf si c'est une césarienne, par exemple, ils pourront pas quitter, mais sinon, on leur offre de quitter.
Ça permet en fait d'améliorer notre collaboration avec les médecins parce que c'était quand même assez c'était pas facile. Et ça nous permet de nous concentrer sur le soin des gens et non pas sur le paiement que les gens vont devoir qu'on va devoir faire. Voilà. Donc notre autre façon de financer, c'est qu'on a c'est que la Fondation Trottier nous a accordé un don de 85 000 $ pour cette année. Et donc là, c'est sûr que nous, on est une petite équipe de sages-femmes, donc on peut pas offrir autant d'accouchements qu'on aimerait. Puis aussi parce que, à cause aussi des hôpitaux qui veulent pas qu'on transfère tant de clientèle sans RAMQ. Donc là, ce qu'on offre, c'est qu'on offre, donc là, on a commencé en janvier, on offre le suivi prénatal et postnatal. Ce que ça nous permet, c'est de sécuriser en fait la grossesse. Donc, on s'est aperçu qu'il y a des femmes qui, en milieu de grossesse, jusqu'en milieu de grossesse, des fois jusqu'en fin de grossesse, elles n'ont pas eu de suivi. Et on aimerait que ces femmes, on aimerait pouvoir s'assurer que les femmes ne se présentent pas avec des contractions à l'hôpital sans avoir aucun dossier, parce que je pense que c'est pas le fun pour les hôpitaux. Puis ça peut mettre aussi la sécurité puis, en danger, la grossesse et le bébé. Donc la maman et le bébé. Donc ça nous permet de pouvoir offrir ce suivi-là, faire tous les labos qu'il faut, les groupes sanguins, donner des Winrows si on a besoin pour les femmes qui ont un résultat négatif, dépister des diabètes de grossesse, en tout cas toutes les pathologies qu'on peut retrouver en grossesse, on essaie donc de les diagnostiquer et ça nous permet aussi d'accompagner les gens en disant ben tel hôpital est plus accueillant qu'un autre. Voici donc on essaie un petit peu de les aider, sachant qu'ils vont quand même il va quand même falloir qu'ils payent pour leur accouchement. C'est pas parfait parce que ça coûte quand même très cher, mais c'est quand même mieux que de se retrouver à l'hôpital pas de suivi. Mais il y a aussi également des suivis, des défis qu'on doit relever pareil, mais malgré la difficulté, l'engagement de la clinique reste le même, c'est-à-dire que depuis 2021, la clinique assure des suivis de grossesse aux personnes enceintes sans RAMQ, comblant ainsi un vide laissé par l'absence de financement gouvernemental des services sage-femme pour cette clientèle. Donc en fait, c'est sûr qu'on travaille un peu à contre-courant bien qu'on ait un mandat de CLSC, puis on soit subventionné par le gouvernement, on travaille un peu à contre-courant, mais c'est important pour la clinique de continuer à le faire. Donc, pour cette clientèle-là, je vous dirais, parce qu'on n'offre pas l'accouchement, les défis finalement sont plus grands, parce qu'on n'a pas de corridor de service avec les hôpitaux. On n'a pas de corridor de service en cas de transfert ou de consultation. Puis là, on s'aperçoit, je vais juste regarder l'heure parce que ouais, alors que j'arrive bientôt. Donc, en fait, on n'a pas de corridor de service. Le système est très rigide, c'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a quelques jours, je devais transférer une femme sur la rive sud, mais à la rive sud, ils acceptent pas que je la transfère parce qu'elle fait pas partie. Parce que nous, on n'est pas sur le territoire de la rive sud, donc on peut pas transférer dans un hôpital de la rive sud. Donc, il faut qu'elle passe par une clinique. Donc, c'est augmenter les frais. Il faut qu'elle passe par une clinique sur la rive sud qui va ensuite transférer à l'hôpital. Donc, puis là, les hôpitaux, dès qu'ils savent, puis ils refusent, par exemple, on dit, bah tiens, mais pouvez-vous l'avoir, puis facturez-nous la consultation, on va la payer. Mais ils veulent pas. En fait, il faut qu'on paye. Il faut que ce soit les patients qui payent eux-mêmes leur consultation sur le champ. Donc là, c'est compliqué. Donc là, tout le côté administratif là de facturation est très compliqué. Même si on voudrait aider les gens, des fois, c'est pas possible de pouvoir recevoir les factures a posteriori, plus tard. C'est ça. Donc, puis les femmes, donc là, on a des familles qui sont très vulnérables, mais qui n'ont pas de ressources financières. Donc, moi, je les suis, puis je leur dis, ben voilà, tu payes ton accouchement, mais ils disent, ben, j'ai même pas de quoi payer une échographie, comment je vais payer un accouchement? Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est donc pour éviter d'avoir à faire un dépôt, il faut qu'ils attendent d'avoir des contractions. Donc, il faut pour que ça soit considéré comme une urgence pour qu'ils puissent être accueillis à l'hôpital. Mais, euh, mais des fois, on en a qui ont justement des problèmes des pathologies, comme un diabète, par exemple, de grossesse. C'est toujours l'exemple que je prends, mais là, il faut qu'elle soit suivie. Donc là, il faut peut-être planifier une induction. Mais pour planifier une induction, il faut faire un dépôt. Mais on n'a pas d'argent pour faire un dépôt. Donc, on tourne un petit peu autour de ce genre de problème-là, je vous dirais, pas mal tous les jours. C'est ça. Donc voilà, je pense que ça achève ma présentation. Merci beaucoup. Puis je vais donner la parole à Stéphanie. Fait que je vais passer les diapositives, Stéphanie, pour toi. Ah, parfait. Merci beaucoup, Nadia.
Bonjour tout le monde. Bonjour, donc je suis Stéphanie Tremblay, directrice de programme chez Alima, donc anciennement, comme ça a été nommé, le dispensaire diététique de Montréal. Donc, je passe un grand merci en fait à Nadia pour l'invitation d'aujourd'hui. Je vais présenter succinctement nos services chez Alima, mais évidemment, on pourra vous faire suivre des informations supplémentaires là, après le webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous, notre collaboration avec la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, votre équipe de sage-femme, c'est précieux comme tu le mentionnais, Nadia, on vous réfère beaucoup de notre clientèle. Donc, qu'est-ce que Alima? J'aimais présenter aussi, je n'avais pas pensé le nommer, mais vu que vous l'avez fait, tu sais, la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, son histoire. Donc, j'ai envie de vous dire qu'Alima, on est un des premiers organismes communautaires à Montréal. On a été fondé en 1879, donc quand même, on va fêter bientôt notre 150e. À l'origine, on avait une mission davantage d'aide alimentaire, donc même ce dont on appelle aujourd'hui les popotes roulantes, là, on avait quand même une mission là, de distribution là, de repas. Mais c'est depuis plus de 75 ans qu'on s'est concentré davantage sur l'accompagnement aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Dans le fond, notre grande pionnière, là, Madame Higgins, qui est une nutritionniste qui a été à la direction pendant des années là, chez autrefois le dispensaire, avait là, déjà vu là, des grandes disparités au niveau du poids du bébé à la naissance entre les différents quartiers, la défavorisation des quartiers à Montréal. Donc, évidemment que je trouvais ça intéressant de le mentionner. À l'époque, on avait mis en place une intervention nutritionnelle, donc qu'on appelait la méthode Higgins, qui visait à distribuer des œufs, du lait, orange, suppléments nutritionnels. Donc, vous allez me dire, mais c'est un peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui avec les programmes HOLO. Effectivement, on a instauré le programme HOLO qu'on connaît maintenant au Québec dans les CLSC. Donc, un peu comme la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles qui a initié les CLSC. Donc, c'est quand même important de mentionner l'histoire hein, des organisations à Montréal. Donc, je trouvais ça important de vous le dire. Donc, depuis, évidemment, plus de 75 ans, notre mission est la même, même si on a changé de nom, c'est de soutenir les femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Notre moyen d'intervention, nous, c'est la nutrition sociale périnatale. Donc, c'est vraiment pour essayer de donner les meilleures chances au bébé de se développer pleinement. Donc, évidemment, si on continue, je vais vous présenter davantage nos services. Donc, les services qu'on offre chez Alima, ben, on accompagne, dans le fond, individuellement. Donc, l'accompagnement nutritionnel, psychosocial chez nous, on a une équipe d'environ 15 intervenantes et c'est plus de 1000 personnes enceintes qu'on est en mesure d'accompagner tous à statut, tous en fait en situation de vulnérabilité socio-économique. Et évidemment, ce que ça veut dire chez nous, c'est tous aussi en situation de grande insécurité alimentaire. Donc, ce qui veut dire aussi chez nous des services plus spécifiques que je vais détailler. Je veux juste vous parler de deux grands projets quand même qui sont dans notre mission, qui est le panier à provision nutritif économique. C'est vraiment un outil dont on fait souvent les manchettes, dont on parle souvent publiquement, qui vise à documenter le coût d'une alimentation de base. On fait des relevés de prix. On a instauré cette méthodologie-là vraiment au tout début de l'organisation, quand les nutritionnistes, dans leur accompagnement, voulaient intégrer vraiment la planification alimentaire budgétaire. Mais c'est quelque chose avec le temps qui est vraiment devenu un outil de plaidoyer, qui a vraiment pris beaucoup son sens aussi avec toute l'inflation qu'on connaît, le coût de l'alimentation qui est de plus en plus élevé. Donc, c'est évidemment un projet qui est vraiment d'actualité, qu'on continue à déployer à travers le Québec, même dans plusieurs régions, de faire ces collectes de prix. On a aussi Nourrir la vie, qui est une plateforme là, qui vise vraiment à transmettre les connaissances qu'on développe. On a tant des webinaires que des contenus écrits, plusieurs choses super intéressantes qui visent vraiment à développer les compétences des intervenants davantage au niveau du milieu communautaire. Puis on a fait dernièrement deux webinaires, là, un était même la semaine passée, avec des partenaires avec lesquels on travaille, là, puis qui a un lien avec la présentation d'aujourd'hui, davantage au niveau de notre intervention au niveau de l'immigration des personnes à statut migratoire précaire. Donc, on a eu la chance de collaborer avec le PRAIDA et les Médecins du Monde. Peut-être quelque chose que vous allez voir à travers notre plateforme.
Pour ce qui est de la prochaine diapositive, je vous présente davantage nos services auprès de la clientèle directement. Donc, chez nous, ce que ça représente, c'est vraiment la nutritionniste qui est l'intervenante pivot. Mais dans notre équipe transdisciplinaire, on a aussi une intervenante sociale et communautaire, puis on a également une consultante en périnatalité et lactation. En fait, on a 2 consultantes en lactation dans notre équipe. Donc, chez nous, le soutien débute vraiment en prénatal. Les décrypteurs d'admissibilité pour recevoir les services, en fait, des services sont gratuits, peu importe le statut. Puis je voudrais vraiment mentionner qu'avec les dernières années, c'est plus de 70% de notre clientèle qui est à statut migratoire précaire. Donc, évidemment, du deuxième trimestre, on fait le suivi tout le long de la grossesse jusqu'en postnatal, jusqu'à 4 à 6 mois. Donc, c'est vraiment un lien thérapeutique très fort là, qu'on développe avec notre clientèle, qui inclut le soutien à l'allaitement, le soutien psychosocial. Chez Anima, donc nous, on est situé à côté du métro Atwater. Dans le fond, nos services sont quand même offerts de plusieurs façons. Les modes de consultation pourraient être aussi sont mis en place pour accommoder notre clientèle. Fait qu'on voit de la clientèle en virtuel, on voit de la clientèle évidemment en personne, c'est certain, mais c'est plusieurs rencontres individuelles. Donc, il y en a pour certaines que pour accommoder la famille qu'on peut faire en virtuel. Par contre, ils vont bien souvent, les familles qu'on dessert, venir souvent chez nous pour recevoir le dépannage alimentaire. Donc, c'est très précieux. On est membre de Moisson Montréal. On a vraiment des denrées alimentaires qui peuvent répondre là, vraiment aux besoins nutritionnels. Mais à ça s'ajoute aussi, comme membre fondateur, là, on a également les coupons au lot qu'on peut donner tout au long de la grossesse, puis même maintenant en postnatal. Donc, qu'on connaît là, du programme qui est offert aussi en CLSC. Donc, on est dans le fond, un membre communautaire. En fait, on est un des seuls membres communautaires à mettre en place le programme qu'on connaît maintenant, HOLO. Et on a aussi des ateliers prénatal, postnatal, actuellement virtuels. Vous allez pouvoir les voir sur notre site Internet, mais qu'on est en train de reprendre en personne. Donc, voilà pour les services. Je fais ça vite parce que je sais que vous aviez sûrement des questions. Donc, je le mentionnais un petit peu autour de 1000. Donc, on se stabilise environ autour de 800-900 actuellement là, personnes enceintes suivies annuellement. L'étendue de nos services, ben, c'est peut-être la diapo suivante. On est davantage concentré évidemment à Montréal, hein, comme en fait la grande majorité de nos services sont déployés. On est un organisme régional. Donc, on a suivi dans les dernières années au niveau des référencements beaucoup la situation de l'immigration. Donc, on est beaucoup dans le nord de l'île de Montréal. On a 40% de notre clientèle qui est dans le nord, mais quand même, c'est un peu diversifié. Donc, on a beaucoup aussi de partenaires dans l'ouest de l'île. Il y a beaucoup de besoins aussi dans l'est également. Donc, évidemment, on est on le fait le découpage par rapport au CIUS de Montréal. Donc, on prend toute référence sur tout le territoire de Montréal. Puis, je vous dirais que on a commencé à mettre des petites statistiques hors Montréal parce que ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, notamment par le fait que dans certains dans certains CIUS, les programmes HOLO sont payants pour les clientèles sans RAMQ. Ça nous a amené à développer des collaborations hors Montréal, davantage dans la région de la Montérégie. Donc, un peu comme Nadia le mentionnait, tu sais, la portée là, des services, il y a du Grand Montréal. Donc, nous aussi, commence à être bien installé, je veux dire, dans le territoire de la Montérégie. On collabore vraiment avec le réseau là, de la santé, c'est vraiment davantage là, par le fait que les services sont payants pour cette clientèle-là. Donc, on s'en fait beaucoup référer là, de la clientèle justement de personnes enceintes sans RAMQ. Donc, je ne sais pas si j'avais mis une autre diapo. Je pense que c'était pour vous présenter nos points de service, nos partenariats aussi. Donc, on a on est à Atwater, mais on se déplace vraiment. On offre des services de proximité dans tout Montréal. Puis, on le fait vraiment en collaboration avec des partenaires. C'est précieux pour nous.
On a des partenaires de services, donc on vient vraiment compléter l'offre en nutrition dans les Maisons Bleues, par exemple. Donc à Montréal, les Maisons Bleues, il y en a plusieurs. Parc Extension, Verdun, Côte-des-Neiges, Saint-Michel, maintenant à Montréal-Nord. Donc on a des nutritionnistes de notre équipe qui se déplacent dans ces lieux-là d'intervention pour venir vraiment compléter les services à la population de personnes enceintes. On a aussi une population à la fois similaire là, d'offrir les services à une population issue en situation de vulnérabilité. On a également des points de service. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est même intensifié avec le temps. On en a un, le premier, on l'a mis en place à Montréal-Nord grâce à un prêt de local avec la Fondation de la Visite, mais on est aussi maintenant dans l'Ouest parce que c'est évidemment un enjeu que de se déplacer dans le centre-ville. Donc, on a à Pierrefonds l'opportunité d'emprunter un local, dans le coin de La Salle aussi avec le Nutri-Centre. On a également le territoire de Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville. Aussi, on a beaucoup, beaucoup de références. On a aussi la possibilité d'emprunter des locaux. Donc, pour nous, c'est très précieux. On a aussi, quand on parle de partenaires de service, je le mentionnais, notre collaboration avec Médecins du Monde, on va à la clinique là, de femmes enceintes à Médecins du Monde. Donc, on a vraiment une belle collaboration. Puis, c'est une collaboration aussi qui se rattache avec la clinique Pointe-Saint-Charles. Donc, pour nous, c'est très précieux. On a aussi une nutritionniste qui va venir compléter l'équipe de soins de Rond-Point. Donc, Rond-Point qui est un centre de périnatalité, mais spécialisé au niveau des toxicomanies. Donc, de plus en plus aussi, on diversifie le profil de notre clientèle avec divers profils de vulnérabilité, donc tant sur le plan de la santé mentale, les enjeux de consommation, mais même aussi itinérance. Donc, ça ouvre un peu le spectre. Donc, évidemment, l'immigration, c'est quand même une bonne majorité de notre clientèle, mais il y a plusieurs profils de vulnérabilité. Je m'arrêterai là parce que je pense que je veux laisser l'espace à des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nadia et à Stéphanie pour ces présentations. C'était vraiment génial de trouver vos informations, votre travail. C'est incroyable. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les personnes migrantes et statut précaire. Donc, je vous confirme la prochaine séance, la troisième séance de la série sur le ROMI de santé prénatale. C'est avec la maison Bienvenue. C'est un membre du ROMI. Ils sont une maison d'hébergement pour les mères avec des enfants, des petits bébés de moins de 12 mois ou pour les femmes enceintes. Donc, c'est aussi des informations dans les continuums, mettons, pour les personnes à statut précaire, enceintes. Et avec ces mots-là, donc, on dit merci beaucoup de nouveau et bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. Au merci. revoir.